Vous êtes un peu dans l'œil du cyclone, c'est politique et vous pouvez tout perdre. Je pense à SOS Éducation. Hein. Un média n'est jamais rentable. S'il y en a qui n'ont pas beaucoup de rigueur aujourd'hui, c'est plutôt les médias mainstream. Ouais. Pourquoi ? Parce que justement, ils sont dans leur position de confort. Alors que nous, on sait qu'on nous attend à n'importe quel tournant. Les journalistes se disent, oh là là, la Russie ferme des médias français. Mais nous, on avait fait ça avant. Bon, il est venu s'installer en France depuis longtemps, on lui a coupé les vivres. Je suis en permanence en train de me dire, ils nous attendent, ils vont regarder cette émission, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont nous allumer. En gros. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Clémence Oudiakova, une journaliste dynamique et audacieuse, on peut le dire, figure montante du journalisme indépendant en France. Donc Clémence, vous avez une formation de juriste internationale en droit des pays d'ex-URSS et de la Russie. Vous avez co-animé une émission sur Sud Radio avec André Barkov pendant 6 ans, si je ne me trompe pas. Un peu moins, mais 5 ans. J'étais à Sud Radio pendant tout ce temps-là, mais Barkov, je crois que ça a duré 4 ans. Ah d'accord, très bien, compris. Donc 6 ans chez Sud Radio. Puis vous avez dirigé la matinale Ligne Droite, donc sur Radio Courtoisie pour le coup. Je crois que c'était de 2021 à 2023, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ensuite, en août 2023, vous avez lancé votre propre média, donc Tocsin, qui est une web radio indépendante dédiée à la liberté d'expression et à la démocratie directe. Dont vous êtes du coup la rédactrice en chef et l'animatrice de la matinale. Oui, tout à fait. Formidable. Donc votre engagement pour un journalisme libre et sans compromis est au cœur de votre démarche. Donc là, vous avez eu peut-être l'idée de créer un média, mais est-ce que c'était déjà clairement défini dans votre esprit, la manière dont ça allait être fait ? Ou est-ce que finalement, c'est en tâtonnant que vous allez réussir à affiner votre produit et à arriver avec, je vous laisse le dire, mais ce projet justement qui est le vôtre actuellement et qui est un immense succès, je le dis. En fait, c'est pas. Je suis partie. Après, je me suis dit, je vais créer un média. C'est parce que j'avais cette réflexion pendant mon congé mat et quand j'en faisais part à l'un de mes chroniqueurs de Ligne Droite, qui est Guy de Lafortelle, qui me disait, mais Clémence, tu peux leur faire telle et telle proposition en parlant de Radio Courtoisie. Puis ce que j'ai fait. Et puis finalement, comme ça marche pas, et il me dit, bah écoute, si tu veux, tu sais, je me lance avec toi. On lance un truc. Lui, c'est la partie financière que je ne maîtrise absolument pas. Me demandait même pas une opération. On va en parler d'ailleurs, parce que ça peut être un défi. Alors, si c'est pour les chiffres, bon. Non, c'est pas pour les chiffres, c'est pour l'état d'esprit. Non, non, mais en gros, il me dit, voilà, moi, c'est une partie que je maîtrise, je sais comment on peut faire. Enfin, disons, j'ai une idée d'un modèle qui peut fonctionner. Moi, j'entends ça, et à côté, je suis sur ma perspective de couper les cheveux, là. Donc, je me dis, bah, allons-y, chez ce coiffeur-là, Guy de Lafortelle. Donc, lui, c'est plutôt le modèle économique, le modèle de développement, et vous, en revanche, c'est vraiment la ligne éditoriale et les invités. Et je savais que voilà, cette association-là ferait que je suis totalement moi-même, je suis totalement libre de ma ligne. L'idée, c'est, en revanche, toi, tu es très fort sur la partie financière, tout ça, donc je m'appuie sur toi de ce côté-là. Très bien, mais comme quoi c'est nécessaire aussi de s'entourer de personnes complémentaires avec lesquelles on peut s'associer, en qui on a confiance, parce que c'est quand même, quand on se lance dans une aventure, que ce soit un média, une entreprise ou un parti, c'est quand même important. C'est des projets qui prennent énormément de temps, qui sont sur le long terme, et donc trouver ses associés, c'est quand même pas chose toujours évidente. Donc comment vous avez su que c'était la bonne personne, quoi, que vous pouviez y aller avec lui sans difficulté? Non, mais c'était là, alors pour le coup, on est vraiment sur l'instinct. J'ai même pas, ce que je racontais encore à une amie, j'ai même pas googlisé Guy. Ah, d'accord. Je suis vraiment très très bête. Et après coup, quand on a eu des petits moments de difficulté, comme je pense tout lancement, Bien sûr. après coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je me suis pas trompée là? Je sais même pas qui il est vraiment. Enfin voilà. Mais vous me direz, j'ai fait un peu la même chose avec mon mari. D'accord. Bon, bah, c'est rassurant pour votre associé alors. Donc peut-être un truc à revoir là-dessus. Mais bon, d'accord. Ouais. Donc bref, je me suis lancée avec Guy sans trop savoir qui il était, faut l'avouer. Oui. Mais voilà, c'est pareil, ça doit être l'instinct, ça doit être. Mais c'est vraiment pas du tout une figure à répéter chez vous. Hein. Oui. je mets des. Voilà, vous avez de la chance, mais finalement, cet instinct toujours qui vous suit, qui vous rend service, hein, finalement. Pour le moment. pourvu que ça dure, comme on dit. Exactement. Mais alors, du coup, vous parliez de difficultés rencontrées. Et de quelle nature étaient-elles, ces difficultés? Comment vous avez réussi à les surmonter? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? En fait, on est parti super vite, beaucoup trop vite. C'est-à-dire que comme un mais moi, météore. j'étais en congé mat qu'on lance le truc, en fait.
j'ai pas fini mon congé mat, mon bébé prend à peine le biberon, pour pas rentrer dans les détails, j'ai même pas de nounou. Et à côté de ça, on se dit, bah ouais, mais c'est moi qui presse le truc, parce que Guy me disait, en fait, moi je m'en fous, on peut lancer quand tu veux. Mais moi je disais, non, mais une rentrée média, c'est à la rentrée, en fait, c'est septembre. Donc je me fous là d'un seul coup une pression. Je dis, il faut qu'on lance, sauf qu'en fait, on n'avait pas de structure administrative. Pas de structure juridique pour les personnes qui voudraient que tout est en règle maintenant. Mais voilà, on a tout est. En fait, on a été longtemps une entreprise en devenir. On avait ce statut un peu bâtard. On a pris vachement de temps à récupérer un numéro d'entreprise. Faire les statuts. Non, mais là aussi, il faut. Alors, l'administration est super longue aussi. Et là, en ce moment, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale aussi. C'est que l'entrepreneur doit savoir tout faire, ou en tout cas de s'entourer des personnes qui savent faire ça. Et évidemment que l'administration, quand on n'a pas en plus forcément les moyens d'aller faire appel à un cabinet d'experts comptables, etc., c'est très pénible, faut le dire. Et puis, non, mais même quand on sait, l'administration, on a fait appel à un avocat, mais ça a pris énormément de temps. Parce que, donc là, vous avez lancé un média, c'est ça? Il y avait une spécificité juridique, ou c'était quoi? C'était une association, une entreprise? Oui, même pour un dépôt de marque. Tout a pris énormément de temps, parce que, voilà, et comme nous, on s'y est pris un petit peu à la dernière minute, parce que déjà, on était encore en train de parler tous les deux de ce qu'il fallait qu'on fasse. À ce moment, on dit, OK, non, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut faire. Donc, on s'est dit, OK, on lance. Donc, j'étais déjà en train d'appeler, moi, mes invités, qu'on n'avait pas de structure officielle. Donc on est parti là-dessus, un peu sur les chapeaux de roue. Et là, on parlait de complémentarité. On a une super complémentarité avec Guy, mais il manquait presque une troisième personne qui soit super administrative, qui n'est absolument pas le cas de Guy, et encore moins mon cas. Donc là, c'était pas très brillant au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai assuré le contenu. Lui, il a assuré levée de fonds, machin. Mais derrière, il fallait la structure. Donc après coup, on a appelé des avocats, des machins pour au secours, sauvez-nous. Mais non, au départ, c'était un peu à la one again. Voilà. Donc ça, on a eu des petits moments chauds, quoi. Oui, après ça fait aussi partie du jeu de se lancer, quoi. C'est qu'à un moment donné, oui, tout n'est pas, les planètes sont pas parfaitement bien alignées. On a peut-être des carences, mais en fait c'est le moment ou jamais d'y aller. Il y a une opportunité, et puis là, grand bien vous en prie, en fait, finalement. Et toujours dans la partie de difficulté, je remonte à ligne droite, ces moments. Il y était vraiment pareil au début. C'était la même situation où je me dis, mais je suis un peu seule, parce que c'est le moment où l'équipe on n'était pas une grosse équipe encore. Et je me dis, est-ce que je vais y arriver? Dans quoi je me suis foutue? Et là, il n'y a personne pour nous aider, parce qu'en général, il y a les parents qui disent, je t'avais dit qu'il ne fallait pas y aller, il y a les amis. Et donc là, je pense que c'est vraiment la règle pour tous les entrepreneurs qui se lancent. On est tous à devoir croire en soi et à retrouver la force en soi de se dire, bon allez, je continue. De toute façon, maintenant, je ne peux que mettre la pédale d'accélérateur à fond et voir si je ne vais pas m'écraser dans un mur, quoi. Donc, autant le faire à fond. Et là, c'était la même chose qui est arrivée avec Toxin au départ. C'est-à-dire, de toute façon, maintenant, j'ai plus le choix. Je suis embarquée là-dedans. Donc, j'ai plus que le droit de réussir, en fait. C'est très inspirant, parce que c'est un peu le discours qu'on a eu avec Éric Morio, donc, que vous citiez tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un peu, quand je discute avec les entrepreneurs, le même discours. C'est qu'à un moment donné, en fait, on s'est lancé, on a brûlé les vaisseaux, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est arrivé à quai, et puis maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Donc il faut accélérer, indépendamment de l'adversité. Puis finalement, c'est payant. Donc vous allez nous raconter après comment s'est passé du coup l'ascension de Toxin. Mais après coup, on se dit, c'est bon. Et on oublie d'ailleurs cette chanson de Dalida, on oublie tout. Voilà, on garde que le meilleur. Et en vrai, c'est ça. Je crois que c'est Barbara d'ailleurs qui dit ça. Mais c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, finalement, tout ça fait partie du jeu de l'entrepreneur. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a ces épreuves-là, et qu'à la fin on réussit, qu'on se rend bien compte que finalement on a eu raison, et qu'on a cette capacité-là à intervenir et à être solide dans l'adversité, et que ceux justement qui n'ont pas forcément cette personnalité-là, laissent tomber, que c'est pas la première épreuve, c'est la deuxième ou la troisième. Et donc ce parcours que vous avez eu, comme Eric ou comme d'autres, prouve qu'à chaque fois que vous avez eu de l'adversité, finalement vous avez continué. Et grand bien vous en prie, parce que du coup, à quel moment vous avez commencé à comprendre que ça y est, la mayonnaise a pris? Alors, au début, on a senti un véritable entrain. Et un rendez-vous qui était là avec des personnes, des super retours. Donc c'était déjà, dès le début, agréable, en se disant, mais il y a peut-être une demande. Mais on avait des couacs techniques, on avait les problèmes de structure, que vous avez compris. Et puis j'étais aussi en train de recruter. Donc les recrutements n'étaient pas faits, on a des recrutements qui n'ont pas marché pendant qu'on avançait dans la matinale.
Mais bon, dès le début, il y avait une petite quelque chose à laquelle on pouvait s'accrocher si on avait besoin j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose, donc je m'accrochais à ça. Et puis finalement, je vous dirais que là, quand est-ce on s'est vraiment dit ça y est, déjà quand on a passé les 100 000. En fait, d'un seul coup, au début, c'était difficile, puis le réseau marchait pas bien. Puis, je sais pas, puis d'un seul coup, il y a un truc quand même qui a pris et on a vu la machine s'emballer. Et là, on a passé les 5 000 donc, abonnés YouTube. Au bout là, de combien de temps de lancement? Je crois que c'était à Noël. Ouais, donc 3 mois à peine. 3-4 mois, ouais. 3-4 mois, ouais. Et d'ailleurs, on s'était dit, avec Guy, c'était horrible, je détestais quand il me disait ça, mais il me disait, on essaye 3 mois, si ça marche pas, on arrête. Ah ouais, c'est dur. J'étais là, t'es sûr? Parce que je suis pas sûre qu'on réussisse tout de suite 3 mois à faire quelque chose. Mais bon, donc voilà. Donc oui, finalement, ça a commencé à vraiment prendre un peu à 3 mois. Et là, en fait, je dis 3 mois, ça me fait penser, c'est à peu près le temps de gestation des bébés. En fait, à 9 mois, on a germé, quoi. C'est ça. Ouais. Mais donc la vie est bien faite. Oui. C'est ça. Donc voilà, et puis après, c'est vrai que on a eu des super retours, on a eu des beaux invités, et on a fini notre recrutement, on a réglé nos problèmes administratifs, on a rattrapé un peu les trucs, quoi. Et on a déménagé, on a pris des locaux qui étaient vraiment chouettes et plus adaptés à un studio d'enregistrement de radio. Enfin, voilà, donc les choses progressivement ont avancé. Il faut quand même savoir que, pareil, on a déménagé, nous-mêmes, on s'est installé nous-mêmes, on a créé nos propres locaux nous-mêmes, on a monté la table, c'est Guy qui l'a scié, enfin bon. Et ensuite, quand on a déménagé, je tirais les micros, les trucs, les garçons prenaient les trucs plus lourds, mais on était vraiment en mode toute petite structure et on faisait ça, et le lendemain, renouveau matinal. Hein. Donc c'était vraiment, il y a même un côté physique. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a senti que ça prenait et qu'il y avait une attente. Très bien. Et alors, du coup, au niveau des impératifs financiers, est-ce que vous parlez de matériel, de locaux, etc. C'est quoi votre modèle économique? Comment Tocsin réussit à vivre de ces activités? Parce qu'on parlait de centaines de milliers d'abonnés maintenant sur la chaîne YouTube, mais du coup, comment ça se concrétise d'un point de vue monétaire? Alors là, c'est donc la partie de Guy qui m'a fait... Sans rentrer dans le détail, évidemment. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y aura pas de... De toute façon, je ne connais pas le détail. Je vous ai dit que j'étais nulle en chiffres. Je vous dirai sur la forme à peu près comment ça fonctionne. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, alors là, Guy, pareil, a un modèle, lui, il avait travaillé en Suisse ou aux États-Unis, avec des modèles qui sont un peu plus libéraux que les nôtres, où il m'a dit, pareil, donc 3 mois, si ça ne marche pas, on arrête tout, c'est la catastrophe. Et puis sinon, l'idée, c'est qu'au bout d'un an, on soit rentable. Si on n'est pas rentable au bout d'un an, on arrête. Vous voyez, c'était très charmant comme discours. Et comment on devient rentable? C'est quoi le modèle de Tocsin? Voilà. Donc moi, je lui ai répondu, on ne devient pas rentable. Un média n'est jamais rentable. Donc je ne sais pas comment tu veux faire ça, parce que lui, en plus, l'idée, c'était même pas d'aller chercher des grands mécènes. C'est juste qu'on soit rentable tout seul. Donc je dis, t'es fou furieux. Pourquoi je me suis engagée avec toi? Et finalement, il avait raison. C'est-à-dire que là, on ne dépend même pas d'un grand mécène. C'est fabuleux. C'est incroyable. C'est un gage de liberté. Bah oui. Et là, on n'a même pas fait d'abonnement obligatoire. On a juste fait un appel aux dons. Enfin, aux dons, donc aux appels à des financements, soit uniques, soit désormais, on a monté ces formes d'abonnement. Donc tous les mois, les gens peuvent donner une petite somme ou une grosse somme s'ils veulent, pas de problème. Mais sans obligation, comment dire, ils ont tous accès à la matinale, même s'ils ne sont pas abonnés. Donc c'est vraiment un système de je soutiens mon club. Je comprends. Donc c'est des dons, donc c'est sous forme de dons. C'est quoi? C'est des dons défiscalisés ou pas? Non, parce qu'on n'est pas associatif. C'est ça, c'est ce qui me semblait. Non, alors même pas, Et les médias, moi je crois qu'il y a certains médias qui sont pas forcément, qui n'ont pas une structure associative, mais qui arrivent à défiscaliser les dons et avoir une TVA plus avantageuse. Alors, là, vous rentrez vraiment dans le détail de la TVA. Je ne sais pas combien on est, mais parce que ça fait partie des enjeux pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient justement se lancer dans l'aventure médiatique. Il y a des leviers en France qui existent, qui permettent d'avoir une TVA plus réduite et de défiscaliser des dons alors qu'on n'a pas une structure associative. Voilà, mais je crois que c'est des choses que je connais pas ça par cœur, mais oui, parce que moi je sais que on s'est renseigné et moi je voulais absolument qu'on monte une association à côté, ce qui se fait souvent en fait. L'association est parallèle. C'est une association comme pour Radio Courtoisie comment dire, pour la cause. Et on a tout à fait le droit de faire ça. Et donc les dons arrivent pour l'association.
Sauf que ça déplaisait l'idée à Guy, Oui. qui, lui, connaissant un peu aussi ce modèle-là, nous expliquait, je le dis ça parce qu'a priori on est écouté par un environnement plutôt de droite, conservateur, que, d'ailleurs on en a connu, on en a reçu d'ailleurs à l'antenne, des personnes, des associations conservatrices ou qui ont une cause un peu forte et un peu engagée contre des méthodes du gouvernement, par exemple, peuvent perdre leur agrément. Et quand vous D'accord. perdez l'agrément, vous devez bah oui. rembourser tout ce que vous avez Ah oui, eu. ça couperait Et donc terrible. voilà, et en fait, et c'est rétroactif, m'a-t-on expliqué. Ah oui, d'accord. J'ai pas vérifié, mais voilà. Donc en fait, il y a véritablement un enjeu de ce côté-là. L'association, c'est si vous êtes un peu dans l'œil du cyclone, c'est politique et vous pouvez tout perdre. Moi, je pense à SOS Éducation, qui a vraiment des problèmes avec ça. Il y en a eu d'autres. Et je crois qu'Anticor aussi a eu ce problème de perte d'agrégation. Donc en gros, vous pouvez d'un seul coup tout perdre. Et donc déjà, vous perdez votre modèle. Donc vous êtes plus fiable économiquement. Et en plus, ni viable d'ailleurs. Et puis en plus, je crois qu'il y a une histoire de remboursement rétroactif. Donc ça pose des vraies questions. Donc il ne voulait pas prendre ce risque, même si c'est une question qu'on se pose de nouveau, on se fait des petits débats comme ça. Ouais, Il ne voulait pas prendre ce risque. Donc au moins, nous, on est clair, on est une entreprise. En plus des libertins étant une entreprise, mais vous avez le droit de percevoir des dons en étant une entreprise. Et alors justement, là, on est en train de travailler avec l'expert comptable. Je crois que justement, on ne peut pas l'appeler don. C'est un engagement financier contre une contrepartie qui est celle de la matinale. Mais Vous n'avez pas d'autres produits aujourd'hui que la matinale? Si, on a la Gazette, à laquelle les gens peuvent Gazette, s'abonner, donc un média numérique pour le moment. Super, le site. Et pour le moment, c'est tout. L'idée est d'enrichir évidemment les cases de la partie radio numérique. Et puis aussi, pourquoi pas, un magazine plus tard, on verra. Bah justement, c'est ça qui doit intéresser aussi ceux qui nous écoutent. C'est maintenant qu'au bout de quelques mois, donc vous avez rencontré le succès parce que le marché réagit positivement à votre proposition de valeur. Ouais. Vous avez, en plus de ça, réussi à trouver un équilibre financier. Alors, juste sur l'équilibre, j'ai pas fini. Juste savoir si Oui, on veut pardon. être précis. Donc, il y a cette partie don qu'on n'appellera pas don, parce que voilà, mais où les gens nous aident, soit de manière régulière, soit une fois. Et il y a aussi, évidemment, YouTube qui nous rémunère. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc, en fonction du succès de voilà, c'est la com par rapport. Oui, c'est la monétisation. Par rapport à l'importance de la chaîne. Avec des annonceurs qui viennent se mettre au début des vidéos. De toute façon, les annonceurs, ils sont là, qu'on monétise ou pas. Oui. Donc la seule différence, c'est qu'on récupère un petit peu, tout petit pourcentage de ce qu'ils gagnent grâce à la publicité qui est de toute façon là. Donc voilà. Ok, très bien. Et donc du coup, au vu de cette dynamique que vous avez installée, de cette réponse du marché positive, quels sont les projets, quelle est votre vision à je dirais, aller... court ou moyen terme, sans forcément aller sur le long terme, mais au moins, voilà, comment vous voyez l'évolution du média, sur quoi vous êtes en train de travailler? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une construction d'entreprise. On s'était dit, si justement on fait des bénéfices, etc., tout repart à l'entreprise pour faire toujours plus de projets. Il n'y a pas d'actionnariat, il n'y a pas un actionnaire qui se gave. Bien sûr. Donc ça, c'est une chose. Donc là, justement, a priori, on va pouvoir redonner à l'entreprise. Nous, ce qu'on veut l'année prochaine, je ne peux pas encore vous révéler, mais on a un très, très beau, très gros projet. Donc, si ça se passe bien, je reviendrai chez vous raconter. Avec plaisir. C'est encore en négociation. Vous savez qu'on est un peu dans c'est la période du benchmarket des médias en ce moment. C'est maintenant que tout se joue pour les saisons d'après, en fait. Oui. Donc là, tout se joue en ce moment. Donc on attend un peu pour en dire plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des choses en plus l'année prochaine à proposer. Ok. D'autres grilles, peut-être. Peut-être des nouveaux supports. Ça peut être de la vidéo, du papier, des choses comme ça. Alors, papier, non, pas encore. C'est vraiment pas d'actualité. On n'a pas encore réfléchi à ça. Non, là, c'est plutôt des nouveaux rendez-vous qui peuvent être... donc super, des nouvelles émissions. Génial. Donc, top. Parfait. Voilà, des nouveaux rendez-vous, on est plus là-dessus. Et puis voilà, renforcer et monter en qualité sur la matinale. Excellent. Bon, parfait. Je voulais savoir un petit peu, rentrer un peu plus dans le détail, pour le coup éditorial, parce que là c'est plus votre partie. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à la question. J'ai fait comme j'ai pu. Non, mais c'est hyper clair. Je vous remercie, mais c'est important parce que on le dit pas assez, mais sans argent, il n'y a pas de projet en réalité. Ah oui. Alors c'est pas, comme disait notre ancien président Sarkozy, s'il y a pas, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. La preuve en est. Et puis on espère que ce sera le cas aussi avec Impact. Donc abonnez-vous, c'est important. Mais effectivement, en
fait, c'est à un moment donné, il faut payer les équipes, il faut payer du matériel. Non, mais il y a un petit complexe quand même à droite particulièrement, j'ai l'impression, mais généralement en France, sur le sujet de l'argent. Et en fait, c'est nécessaire, quoi. Alors sans faire les Américains, mais il faut en parler aussi parce que si on veut réussir à développer nos idées, nos projets et à faire rayonner la France et notre culture, il faut aussi avoir les moyens de le faire. Mais, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait vraiment partie de... Là, encore une fois, je remercie Guy de La Fortelle qui m'a vraiment dit, non mais on peut, avec ce modèle-là, pour moi, c'était... Justement, il y a un complexe peut-être droite, mais il y a aussi un complexe média. Un média se dit tout le temps, mais non, mais nous, on a besoin d'un mécène, quelqu'un qui nous finance, et donc, voilà, on est un peu dépendant de lui, il est plus d'accord avec nous, on est foutu, il faut que je me trouve mon toit, quoi, comme on dit en russe, je sais pas. Ouais, non, mais c'est ça. La mafia, mais... Non, mais c'est ça, surtout que vous, oui, mais puis en même temps, le modèle que vous avez trouvé, il vous correspond parce que vous avez cette liberté, en fait, cette quête de liberté perpétuelle, donc... Non, c'est un super modèle, franchement. Et non, mais comme quoi, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un super sponsor ou un super mécène pour réussir à trouver son marché, à amener une proposition de valeur et à développer ses activités. Puis souvent, la solution qu'on amène au début, c'est pas forcément celle qui sera finalement choisie, mais c'est en expérimentant qu'on trouve le bon modèle, quoi, en fait. L'agilité, ce qu'on disait aussi avec Eric notamment. Mais alors complètement, et là-dessus, juste sur l'agilité, alors pareil, là c'est plus la partie Guy, mais il s'était dit, si on est une toute petite structure, s'il y a un truc qui marche pas, on rebalance autre part. Et ça fait partie aussi de l'avantage d'être une petite structure avec des moyens. On a, on avait pris des micros pas trop, financièrement pas trop chers, des moyens techniques pas trop. Parce qu'on s'était dit, il faut qu'on puisse prendre les micros, déménager, changer de modèle, changer de structure. Donc voilà, il faut pas trop s'alourdir tout de suite. Oui. C'est léger au départ. Oui, puis voyager léger. Non, mais bien sûr, agile. Et ce qui est bien en plus, c'est que maintenant, la technique quand même est plus accessible qu'à l'époque où seules les télévisions ou certaines radios avaient accès. Et donc ça aussi, ça aide beaucoup à l'émergence de nouveaux médias. Donc c'est tant mieux. Alors on va aller ensemble sur la partie, pour le coup, là, qui vous concerne, qui est la partie éditoriale. Donc on a bien compris que la liberté faisait partie des valeurs que vous aviez envie de promouvoir chez Tocsin. Mais il y a forcément un revers à la médaille, j'imagine. Il y a peut-être eu des controverses, notamment sur des invités. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent voilà, les médias indépendants manquent parfois un peu de... comme vous disiez, on est dans le rush, ça va vite, il faut faire avancer le média. Ceux qui disent que voilà, ça peut manquer parfois de rigueur ou diffusent des informations pas forcément toujours vérifiées après coup. Que répondez-vous à ces critiques? Ça a dû arriver, j'imagine, qu'il y a des gens qui... non, alors pour le coup, on n'a jamais fait ce reproche-là parce que pour le coup, on travaille très très dur. Alors on est indépendant, mais on travaille vraiment beaucoup. Super. Donc déjà, j'ai pas ce reproche-là, mais je vais quand même répondre parce que s'il y en a qui n'ont pas beaucoup de rigueur aujourd'hui, c'est plutôt les médias mainstream. Ouais. Pourquoi ? Parce que justement, ils sont dans leur position de confort. Alors que nous, on sait qu'on nous attend à n'importe quel tournant. Ouais. Donc on a beaucoup plus l'obligation d'excellence. Bien sûr. Et de droiture, entre guillemets. Oui, parce que vous êtes dans l'œil du Cyclope, finalement. Vous êtes... Non, mais moi, tous les fais exprès de poser une question justement pour que vous puissiez nous dire ce qu'il en est, parce que c'est un peu ce que l'opinion publique, au sens large, pourrait se dire oui, les nouveaux médias, parfois, voilà... Non, mais il y en a. Hein. On dit manque de véracité, de vérification d'informations ou sensationnalisme absolu. Et en fait, on se rend compte que les grands médias sont peut-être même parfois ceux qui tombent le plus dans le panneau de certains pièges, ou qu'ils soient volontaires ou non, qui leur sont tendus. Donc c'est intéressant d'avoir votre réaction sur ces critiques qui existent dans les médias alternatifs. Il y en a, et elles sont justifiées par moment. Pas pour tout le monde. Bien sûr. Donc, premier niveau de réponse sur le travail, etc., et la rigueur. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, je me dis tous les jours, on peut se faire je suis en permanence en train de me dire, ils nous attendent, ils vont regarder cette émission, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont nous allumer, en gros. Je parle en gros des fact-checkers, il n'y a pas que, de toute façon, ce sera une meute. Oui. Alors de toute façon, si ça arrive, on aura beau être légitime dans ce qu'on a fait, on aura beau avoir beau travailler, on sait très bien qu'ils trouveront quelque chose, que la façon dont je l'ai exprimé ne leur conviendra pas, que de toute façon j'ai invité des invités qui ne leur plaisent pas, mais moi j'essaye au moins d'être, au clair avec moi-même et avec irréprochable. Selon mes critères à moi. Bien sûr. Pas selon les leurs, parce que de toute façon, je sais que s'ils décident de nous allumer, ils vont nous allumer. Mais c'est pas grave, au moins moi, je sais que quand tout le monde aura la lumière sur notre travail,
et ben moi, j'en rougirais pas. Je me dirais, ok, eux, ils nous allument, mais tous les autres qui vont regarder et qui regardent, ben, ils vont se dire, finalement, est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Voilà. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Mais ce qui est sûr, c'est que on sait qu'on est beaucoup plus sujet à être... quand je vois j'ai essayé de pas dire un gros mot. La série de bêtises. On est authentique ici. La série de bêtises qu'ont enchaîné LCI sans qu'on leur tombe dessus, qu'il y ait eu un quelconque mea culpa, notamment sur la guerre en Ukraine. Bon. Mais voilà, parce qu'eux, justement, ils sont sur la place. Alors que nous, on sait très bien que voilà, ils sont prêts à nous allumer quand on veut. Ils sont là avec leur sniper, ils nous attendent. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, oui, il y a une quête de sensationnalisme. C'est pas dur, hein, celui-là. Hein. Moi, je me suis entraîné plusieurs fois avant de le dire. J'aurais peut-être dû prendre un autre mot. Non, mais ce qui est sûr, voilà. Et ça, alors pourquoi les petits, entre guillemets, médias sont dans cette quête-là? On va dire la vérité. On cherche à faire des vues YouTube parce qu'on est nourri beaucoup par ça, qu'il faut alimenter la machine. Oui. YouTube est un monstre qu'il faut alimenter. Oui. Parfois, je vois beaucoup ça comme ça. On est là, on lui en donne et puis il en faut toujours plus. Et puis quand on a passé une strate, en fait, la communauté YouTube en veut plus. Ouais. Alors, c'est la communauté ou l'algorithme? Qu'est-ce qui est le plus, comment je dirais, affamé? Non, c'est la communauté. La communauté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un effet un peu bulle, on a un effet un peu entre soi. Et puis alors ils vont dire « Ah, mais il y a un tel qui a invité un tel, il faut aller plus. » Même si la personne qui l'a invité ou la personne qui était invitée a dit des choses énormes et que c'était pas intéressant de l'avoir comme ça, parfois, voilà, il faut... le choix des invités, ça peut être une pression aussi que vous subissez. Oui, parce que justement, on est soi-disant indépendant, donc ils vont nous dire « Vous êtes indépendant, pourquoi vous ne prenez pas un tel ?» Oui. Alors, là, c'est difficile. Nulle part, allez-y, invitez-le. Oui, mais en fait, il y a une véritable réflexion à avoir. C'est-à-dire, certes, je ne veux pas m'interdire des invités parce que le mainstream n'en veut pas. Oui. Mais on est quand même censé avoir notre propre ligne, notre gage, on revient à notre rigueur. Si je considère que je ne maîtrise pas ce sujet ou que je ne pourrais pas limiter cette personne, etc., je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour le sensationnalisme. Et du coup, mais c'est vrai que pourquoi il y a cette course? Parce que sans les gros invités. D'ailleurs, c'est hyper agaçant. Hein. Parce qu'en fait, parfois, on est obligé d'avoir des gros invités, entre guillemets, mais qui disent pas grand-chose sur le fond. Et quand on a quelqu'un sur le fond, ça fait beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'audience. Alors qu'il va apporter quelque chose d'énorme, mais d'essentiel, je pense. Alors l'idée, c'est évidemment de savoir trouver un équilibre. Appâter avec le sensationnalisme. Et derrière, et en même temps derrière, du coup, pouvoir faire émerger des discours un peu. Voilà. Et puis alors le top du top, c'est quand on a un qui est bien connu, mais qui en plus dit du fond. Ça. Ok. Bon, ça peut arriver. En tout cas, quand vous parliez de rigueur que vous imposez, je pense qu'elle est là aussi la clé du succès. C'est que si vous étiez, le fait d'être dans cette position d'adversité vous oblige à avoir un travail de qualité, et donc la clé est là aussi finalement. C'est-à-dire que c'est en étant précis et efficace qu'on arrive à sortir. Mais il y en a qui sont dans l'adversité, qui sont en gros des médias non mainstream, un peu dans notre milieu, et qui sont pas forcément, qui s'astreignent pas aux mêmes règles que moi. Ouais, je comprends. Et on leur tombe pour le moment pas tellement dessus. Ça, c'est un peu à chacun de voir comment il envisage les choses aussi. Alors justement, au vu là, des évolutions très rapides de l'environnement médiatique, donc il y a effectivement l'émergence de Bolloré, tout le monde a découvert que les milliardaires pouvaient être propriétaires de grands médias, alors qu'en fait ça existe depuis longtemps. Il n'y a que ça en fait. Oui. Voilà, en fait finalement, il y en a beaucoup, Niel, je pense notamment, Bernard Arnault, etc. Il y a l'émergence des médias en ligne, dont Toxin, qui montre que c'est totalement faisable, en plus avec des moyens moins importants, mais ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas au rendez-vous. Comment vous voyez-vous l'évolution de cet univers médiatique, surtout au vu des crises à répétition qu'on subit et de cette espèce de guerre cognitive finalement qui est menée dans le paysage audiovisuel français et journalistique? Si on reprend l'exemple de Bolloré, en fait, ils sont sous pression. Ce groupe est sous pression aujourd'hui à cause du renouvellement des chaînes, etc. Plus on a vu la commission d'enquête. Voilà. Donc, je sais que chez eux, ils doivent faire très, très attention aujourd'hui. Ils ont eu des consignes comme ça. Et donc, malgré tout, ce média, pardon, je finis juste ça, média qui avait eu qui a apporté un véritable souffle, au moins sur certaines positions, un véritable souffle et sur certaines idées dans les médias, eh bien, lui-même rencontre des limites. Par rapport au pouvoir public ?
Oui, exactement, par rapport à tout ce qui est Arcom, enfin tous les gendarmes de la pensée. Bien sûr. Alors justement, à propos de ça, moi j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir donc l'intervention de Bolloré à l'Assemblée Eh nationale. oui, C'est une masterclass. Il oui, ne je parle suis pas beaucoup d'accord. dans les Oui, médias, mais franchement là c'est un tout à fait, je régal l'ai écouté aussi. en termes de posture, de Mm, dialectique, mm, voilà, d'assises et même de discours de fond. Hein. mm. Quand il explique que quand il est dans une église, il est en présence du Christ, je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens. Oui. En tout cas, se attacher à la fille aînée de l'Église. Donc, il y a ça qui est intéressant. Et puis, parce que c'est dissonant par rapport à ce qu'on peut entendre d'habitude. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Mais après, du Non, mais coup, il est construit en plus. On voit qu'il a une véritable identité, une ouais, recherche. il y a une colonne vertébrale. Donc, ça fait plaisir de voir un industriel vraiment attaché et enraciné, en fait, attaché à sa culture et à des valeurs. Et ensuite, justement, par rapport à toutes ces évolutions, comment vous voyez les choses, comment vous voyez l'avenir se dessiner? Est-ce qu'on va aller vers de plus en plus de liberté médiatique? C'est-à-dire que finalement, au bout d'un moment, il y aura tellement de discours dissonants que tout le monde va pouvoir avoir pignon sur rue et dire ce qu'il veut parce que Internet permet ça aussi, la technique permet ça aussi. Ou à l'inverse, est-ce que les restrictions vont peut-être nous empêcher de dire certaines choses, qu'on voit qu'il y a quand même un sujet autour de la liberté d'expression. On en parlait avec Éric Morillo notamment. Voilà, il y a parfois, lui, il subit les propos de ses invités. Donc voilà, comment vous voyez se dessiner le monde comment je dirais, oui, de l'actualité du journalisme en France? Alors la partie média, on va dire traditionnelle, je suis assez inquiète pour eux pour le moment, parce qu'on voit le traitement Bolloré. On voit à quel point ils sont mis sous pression. Et alors ils réussissent quand même à être encore présents et tout ça, mais je ne sais pas si ça va pas continuer. Et on voit bien qu'en tout cas, eux, je sais qu'ils font très très attention. Puis ils se prennent régulièrement des amendes. Après, derrière un tel succès, ils peuvent payer leurs amendes. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une pression terrible. On va voir jusqu'où ça va aller. Et vous, sur YouTube, par exemple, pendant le Covid, il y a eu, vous étiez sur ligne droite, mais il y a des discours qui ont été complètement interdits. Il y a des censures qui s'est appliquées aussi sur Internet. Oui, non, mais carrément. Ah, mais YouTube a ses propres règles. C'est une entreprise privée, donc elle fait ce qu'elle veut. Ah oui, mais elle aime pas du tout en général ce genre de discours-là. Donc ça, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut être léger et pouvoir fluctuer et balancer d'un côté ou de l'autre et pas dépendre que d'une plateforme YouTube, par exemple. D'accord. Et nous, on se prépare déjà à la mort de notre chaîne sur YouTube parce qu'on se dit... c'est intéressant. Non, mais, d'accord. Peut-être qu'un jour, YouTube, qui n'a pas du tout, enfin le patron de YouTube qui n'a pas du tout la même mentalité que nous, va commencer à rechercher un peu plus Elon Musk, par exemple. Opposants. Elon Musk, c'est Twitter. Mais voilà, pourquoi pas avoir plus de place sur Twitter et moins sur YouTube. Vous le préparez, c'est intéressant. Mais oui, constamment. Je trouve ça intéressant. On revient sur cette prévoir. histoire de se dire qu'à n'importe quel moment, on peut se faire allumer. À n'importe quel moment, on peut se faire couper. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer de discours. C'est plutôt prévoir la suite. Oui. C'est-à-dire que, d'accord, c'est très intéressant. Vous ne changez pas intrinsèquement ce que vous êtes, vous ne changez pas la ligne éditoriale. En revanche, vous adaptez les canaux de distribution. Oui, mais on se prépare à adapter, en fait. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de réfléchir à la stratégie prochaine. Donc, globalement, vous sentez quand même que la liberté va pas. Nous, on a lancé une pétition, on a fait des émissions spéciales sur la liberté d'expression, notamment sur le numérique. Non seulement le contenu de ce que vous voulez dire, si vous commencez à critiquer justement tout ce qui est sanitaire, vous pouvez être allumé. Maintenant, il y a une loi spéciale. Si vous commencez à critiquer ce qui se passe à l'international, maintenant, il y a une loi qui parle d'ennemis internationaux. En gros, si vous n'êtes pas solidaire, vous pouvez être jugé comme adversaire. Et puis, il y a toutes les attaques contre le numérique, contre les réseaux qui sont en train de se faire au niveau européen, au niveau français. Il y a des sites qui ont déjà été fermés. Je rappelle qu'RT a été fermé. Alors maintenant, là, tous les journalistes se disent « Oh là là, la Russie ferme des médias français. » Et nous, on avait fait ça avant. Bon. Et c'est exact, c'est vrai. Ouais, vous avez raison, c'est intéressant. Faire le parallèle. Non, mais là... C'était fermé quand il y a 1 an ou 2 ans. RT, ça fait bien 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est ça. C'était à 2 ans. Et effectivement, j'ai vu passer des titres disant qu'effectivement, on avait fermé que la Russie avait fermé des médias occidentaux. Oui, mais bon, finalement, on va dire ce n'est que juste guerre, entre guillemets, si on est en guerre. Ah, c'est intéressant. C'est comme à l'époque, en sens inverse, toujours pareil. Il faut réussir à montrer ce qui se passerait en face. Et moi, j'avais été, en tant que capitaliste, enraciné, certes. Moi, je suis plutôt libéral économiquement et nationalement enraciné. Mais ce que je veux dire par là, c'est donc protection
à l'intérieur du pays. Enfin, je veux dire, pardon, protection extérieure et libéralisation à l'intérieur pour pouvoir libérer l'économie et créer de la dynamique. Mais donc, j'avais été choqué que les grands médias ne réagissent pas sur le fait que l'État avait gelé les avoirs de citoyens russes, mais même des citoyens lambda, des gens qui étaient sur le territoire français. Moi, je connais des gens, j'en fréquente pas personnellement, mais tout le monde fréquente des personnes d'origine ou étant surtout que russes. d'origine, souvent, il y a du sang ukrainien dedans, soyons clairs. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des gens se sont retrouvés vraiment, des petits particuliers en difficulté par rapport au fait que des comptes ont été gelés. Alors là, vous touchez du doigt un truc gravissime qui s'est passé, qui a complètement été passé sous silence. Alors nous, on avait parlé à l'époque sur Ligne Droite, mais évidemment, c'était pas non plus le retentissement international, mais on s'en rend pas compte, mais au niveau des BRICS, a eu un impact énorme, ultra négatif. En fait, tous les grands industriels, entrepreneurs étrangers voient que nous, sur des histoires de morale, parce qu'on est capable de couper les livres, mais complètement en dehors de toute loi. Unilatéralement. Et là, on n'est pas du tout dans les contrats. On ne respecte pas nos contrats. La France ne respecte pas ses contrats, les banques ne respectent pas les contrats. Donc ça, c'est pour le côté international. Et au niveau national, mon mari est russe, je sais pas, un scoop. Mon mari a quitté la Russie parce qu'il n'aimait pas cette Russie-là. Il est venu s'installer en France depuis longtemps, on lui a coupé les vivres. Il travaille pour un ministère, on lui a coupé les vivres. Il a dû donner de l'argent à des personnes qui travaillaient en France, qui étaient installées en France, qui sont là légalement depuis 10 ans, avec qui on avait tout coupé. Parce que moi, j'étais là pour alimenter, mais il connaissait d'autres personnes russes qui n'avaient plus rien. C'est gravissime ce qui s'est passé. Et là, on est en dehors de toute loi, de toute légalité, de tout contrat. Ça pose la question effectivement des libertés, des libertés individuelles et de la mainmise de l'État. On a l'impression d'être en France et d'être libre, et en fait, on se rend compte qu'il y a des sujets. Moi, en tout cas, ça m'avait choqué. C'était si la Russie avait fait ça, ou si la Chine ou un autre pays, ou des BRICS notamment. Mais commençons à balayer devant notre porte, parce que franchement, elle n'est pas glorieuse. Non, mais ça, c'est clair. Bon, en tout cas, pour essayer du coup, au vu de toute cette actualité qui est très tendue, que vous traitez tous les jours sur Tocsin, de l'adversité de l'aventure entrepreneuriale. Vous le disiez aussi, vous avez un autre front qui est celui de la famille, parce que vous avez 3 enfants, c'est quand même bravo. C'est le plus gros front. C'est bien, c'est vrai. Ils ont quel âge, vos enfants ? Le petit a 1 an, et puis les autres, ils n'aimeraient pas entendre que je dise qu'ils sont petits, donc le grand a 7 ans maintenant, et la grande a 9 ans. D'accord, oui, donc vous êtes quand même encore bien dedans avec le petit de 1 an. Ok. Qu'est-ce qui vous permet, vous, personnellement, de sortir un peu la tête de l'eau, d'avoir une bulle d'oxygène, de dire, bon, malgré tout, je vais bien. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, en fait ? Qu'est-ce qui vous permet de reprendre un peu d'oxygène dans toute cette Alors, l'oxygène, super important. Je prends vraiment une bouffée d'oxygène parce que j'ai une forêt juste à côté de chez moi et on marche en forêt énormément. Et puis là, il faut vraiment savoir couper le téléphone. Alors malheureusement, parfois, je suis obligée parce qu'on est dans le rush, mais j'essaie de couper. J'ai mon chien que j'adore. C'est quoi comme chien ? C'est un border collie. Ok. Et voilà. Et tous les week-ends, c'est marche dans la forêt, obligatoire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un week-end où on n'a pas fait de marche. Donc ça, déjà, c'est la vraie bulle d'air. Puis après, moi, pour me ressourcer, ça me fait un bien fou, déjà physiquement. Et moralement, je fais un peu d'aquacycling. Donc Vous faites ça en piscine ? Oui. C'est ça, avec un cours, la musique de boîte de nuit. Là. Génial. On est à fond là-dedans. Et en fait, ce qui est, quand on est maman, je pense encore plus que quand on est chef d'entreprise, le temps, on n'arrête jamais de s'occuper des enfants, de la maison, machin. Donc, en fait, là, ça nous force à prendre un temps parce que j'ai un rendez-vous, donc j'y vais, je quitte tout, tant pis. C'est le cyclone à la maison, je pars. Donc ça, c'est une vraie bulle d'air et je connais beaucoup de filles. Ça, c'est fort d'avoir cette discipline-là parce que... Oui, c'est génial. Et moi, je connais beaucoup de mamans qui travaillent en même temps et qui font des burn-out. C'est malheureusement, en ce moment, très fréquent, qui sont à peu près de ma génération. Parce que justement, on veut être des super mamans et on n'a plus comme avant les 40 nounous et la carrière, machin. Et voilà, beaucoup de burn-out. Et je pense que peut-être vraiment une des choses qui me sauve, c'est évidemment ces retrouvailles famille, forêt, etc. Et puis le fait de dire je quitte tout, je pars, je nage, je fais mon truc d'une demi-heure, je reviens.
Ça, c'est fort parce que bon, la forêt, effectivement, ça s'est prouvé scientifiquement que ça permet En de se plus, recharger parce qu'en fait, l'être humain n'est pas du tout fait pour vivre dans le béton. Ben non, mais en même temps, D'ailleurs, franchement, moi, ça m'amuse les études scientifiques qui disent waouh, on a découvert que c'était super bien de mais- marcher pour la santé de mais- marcher en forêt. Non, mais non, attendez. mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais en Ouais. fait, je pense aussi qu'on devient fou Mais oui. dans les grandes villes comme Paris parce qu'en fait, on n'est pas fait pour vivre déjà Mais les non. uns sur les autres. Bah Pour oui. avoir autant de personnes au kilomètre carré, ce n'est pas possible. Et puis en plus de ça, oui, on a besoin de verdure. C'est comme les nuances de vert. En fait, c'est un truc on reste quand même des Oui. mammifères. Quoi, Et faut on quand a même pas besoin même, l'oublier, mine de rien. on a besoin de voir du vert. Alors je sais que maintenant Ouais. c'est horrible parce que le progrès est horrible. On met des lunettes vertes sur les vaches pour qu'elles elles produisent horreur. plus maintenant. Mais on a besoin du vert, mais on a besoin de voir au loin, par exemple, Oui, d'avoir un exactement. horizon. L'horizon, ouais, tout à fait. Revenons à Ça l'histoire de aussi. l'horizon. Mais, Ouais. et donc oui, ça on l'a quand on marche, mais on l'a pas devant son ordinateur, on l'a pas à Paris. Mais donc la réussite, pour réussir à tenir, et typiquement vous êtes justement cette femme d'entreprise, cette maman, parfaitement impliquée aussi dans la vie du pays, parce que de fait votre métier vous impose d'être informé de tout ce qui se passe. Voilà, le sport c'est hyper important, passer fait du pas temps en assez, famille. mais- Non mais c'est vrai, Oui, vous non, mais- faites ça à quelle fréquence toutes les semaines Là, c'est 2 fois par semaine. Mais Ah oui, je voudrais, c'est moi- balèze en plus 2 fois mon- par semaine, c'est quoi, c'est 1 heure? Non, c'est une demi-heure. Ah Mais ouais. c'est assez intense. Hein. Ah bah oui, Mais j'imagine. j'aimerais bien hein. passer à ma bonne résolution. Guy, si tu m'écoutes, c'est de Ouais. réussir à faire 3 fois par semaine l'année Ah. prochaine. Bon, ça veut dire il faut me laisser faire 3 fois par semaine. Le petit- non, non, Si mais jamais c'est pas il est suffisamment aligné avec moi. explicite. Ouais, Non, non, mais, j'imagine. Non, mais c'est nécessaire, en fait, c'est vital. ouais. Si on le fait pas, Non, mais si surtout, on le fait bon, pas, alors on là, craque. je vous Quoi. raconte vraiment ma vie, mais avant, je faisais tout à vélo. J'étais à Montrouge, je faisais tout à vélo. Je faisais Ouais. du vélo, mais tout le temps. Donc, je fais 1h30 de vélo à Paris par jour. Mhm. Et là, j'ai plus de vélo parce que j'habite plus loin, dans les Yvelines, et je suis en voiture. Donc, oui, là, il faut forcément compenser. La vie, voiture, ordi, non, c'est pas possible. Bah, j'imagine. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir partagé cette. Bah, non, parce que c'est C'est déjà important. fini, mais j'avais plein de trucs à Mais raconter. non, c'est vrai, vous lui parlez de quoi La d'autre recette du gâteau au chocolat, non, je sais pas. Non, je Non, mais plaisante. c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on comprend que finalement, la réussite, c'est pas un coup de chance, c'est des faits. C'est surtout la capacité à adapter les faits à nous, notre volonté, et à faire en sorte même des échecs où voilà, quand vous le disiez, quand vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez envie de faire à Sud Radio ou chez Ligne Droite, bah, finalement, c'est ce renouvellement perpétuel, cette quête qui vous a poussé à aller de l'avant. Et puis à côté de ça, bah, voilà, réussir à avoir une vie privée équilibrée, faire du sport. Enfin, en fait, Et pour moi, c'est l'essentiel, hein, d'ailleurs. Je peux rater mon entreprise, c'est pas grave, mais ce qui compte, Ouais. c'est que je rate pas ma famille. C'est le socle. bah, non, mais donc, ça veut dire qu'en fait, on a souvent l'impression avec les réseaux sociaux que tout est instantané, tout est immédiat. Et en fait, non, c'est un travail de longue haleine qui prend du temps, où il y a de l'adversité, des difficultés, des épreuves. Et puis finalement, bah, voilà, les choses évoluent. Et je suis très heureux que vous ayez pu justement témoigner de ça. Parce que bah, y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui broient du noir, ce que je comprends beaucoup. Les médias ne l'aident pas forcément. Alors, je ne parle pas de toxins, mais je parle l'information perpétuelle récurrente fait que bah, parfois on est un peu défaitiste. Et il faut savoir prendre du recul et se recentrer sur soi, parce qu'il n'y a que comme ça finalement qu'on arrive à se Alors, sortir. juste si je peux réagir sur le bras du noir, Oui. je crois que justement, là, on peut. C'est à nous de tout construire. Enfin, vraiment, nous, là, les conservateurs enracinés, Mhm. je dirais, droite is the new cool. C'est nous Oui. qui faisons. Là, il y a plein de choses qui émergent, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de modèles économiques intéressants. Les progressistes se sont complètement embourgeoisés. Mhm. Ils n'ont plus aucune idée, plus rien. Et nous, on a le droit à l'erreur, on peut se tromper, mais il y a plein de choses super à faire et ça marche. Il y a vraiment une attente. Oui, tout à fait. Ben, on le voit hein, d'ailleurs, tous les nouveaux médias qui Mm. émergent, des nouvelles personnalités, dans les urnes aussi, hein, même si on ne fait Ouais, pas oui. de politique chez Impact, force est de constater qu'il y a une dynamique anthropologique, en tout cas un Mm. basculement qui est en train de se faire. Donc voilà, il faut être au rendez-vous, il faut être connecté, être présent, Ouais. et en même temps savoir parfois aussi prendre un peu de recul pour apprécier de la situation et pouvoir agir avec le discernement nécessaire pour faire évoluer le pays. Donc merci vraiment beaucoup Clémence d'avoir pu partager Merci à vous. ce témoignage. Voilà, Toxin, je vous invite à vous Bien y sûr. inscrire, à aller sur la matinale, parce que pour le coup là vous aurez de l'information libre, non faussée et disponible pour le grand public, parce que évidemment, sauf si vous avez envie de soutenir, et puis il faudra suivre l'actualité parce que beaucoup de projets arrivent apparemment avec du suspense, mais on a hâte de découvrir ça. Et puis nous, chez Impact, donc on va continuer à inviter des personnalités, voilà, comme Clémence, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, qui touchent l'opinion publique et qui font avancer les choses dans la bonne direction, parce que voilà, le pays en a besoin.
N'hésitez donc pas aussi à vous abonner à la chaîne, vous appuyez sur la cloche parce qu'apparemment c'est comme ça qu'on est tenu informé. C'est très bien la cloche. Oui, il paraît. Donc voilà, surtout qu'en plus ça fait un petit clin d'œil à Toxon, donc magnifique. Là, vous ne pouvez pas ne pas le faire du coup. Et puis, vous nous retrouverez très bientôt avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnalités, voilà, des artistes, des sportifs, des gens qui ont justement envie d'apporter leur pierre à l'édifice et chacun avec son parcours, ses inspirations, ses intuitions. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci.